Bonjour à tous. Au titre de l'actualisation en droit des obligations, nous allons nous arrêter sur quatre thèmes différents mais qui balayent le programme de révision en droit des obligations, à savoir premièrement le droit de la preuve et la question des expertises privées. Ensuite, nous traiterons de la question un peu épineuse de la responsabilité d'un contractant à l'égard des tiers. Troisièmement, de la distinction parfois difficile entre la clause pénale et la clause de délit. Et enfin, quatrièmement, la responsabilité civile délictuelle et la pratique d'un sport. Il sera l'occasion à chacun de ces thèmes de s'arrêter sur une décision récente rendue par la Cour de cassation et vous trouverez à la fin de chacun de ces thèmes les références des décisions ainsi que des éventuels commentaires de doctrine à la fois courts et intelligibles. On va d'abord commencer par le droit de la preuve. Et à cette occasion, on va revenir sur deux décisions qui ont été rendues très récemment par la Cour de cassation, en l'espace de 2 mois, et qui concernent la question de l'utilisation des rapports d'expertise privée par les plaideurs devant les juridictions. Alors ces deux décisions qui ont été sur le site internet et qui sont toujours sur le site internet de la Cour de cassation, ce qui témoigne de leur importance. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les plaideurs doivent produire les preuves au soutien de leurs prétentions et par conséquent, il arrive que parfois ils utilisent des rapports d'expertise privée. Alors pour comprendre la portée des décisions dont on va traiter dans quelques instants, il faut d'abord distinguer brièvement l'expertise privée de l'expertise judiciaire. Dans le premier cas, dans l'expertise privée, l'expert il est mandaté par une partie au procès. C'est la raison pour laquelle on l'appelle privée, cette expertise. Alors que dans le second cas, dans l'expertise judiciaire, l'expert il est nommé par le juge au cours d'un procès et l'expert a pour mission d'éclairer le juge sur un point technique particulier. Autrement dit, dans le second cas, l'expert est missionné par le juge, alors que dans le premier cas, l'expert est mentionné par une des parties. Et la question posée, elle est la suivante. D'abord, un rapport d'expert dans une expertise privée, un rapport d'expertise privée, est-il une preuve recevable en justice? Alors la réponse, elle est connue, au moins depuis l'arrêt d'une chambre mixte du 28 septembre 2012, et la réponse, c'est oui. La Cour de cassation nous dit à cette occasion, je cite, « Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire. » Alors, cette question, elle en amène une autre. Et plus précisément, il faut savoir quelle est la force probante d'un rapport d'expertise privée, puisque bien que ce soit recevable, est-ce que le juge peut s'appuyer uniquement sur ce rapport d'expertise privée pour prendre sa décision? Eh bien, là aussi, la réponse, on la connaît, et ça a été déterminé par l'arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012. La réponse, c'est non. Si je vous lis l'attendu de la Cour de cassation en intégralité, la Cour de cassation nous dit ceci. Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. En réalité, cette décision, elle nous invite à distinguer la recevabilité du rapport d'expertise de sa force probante. Si le rapport ne peut pas être mis de côté, il doit nécessairement être corroboré par une autre preuve pour disposer d'une force probante. Et là, la question que vous vous posez peut-être, c'est quelle est la preuve qui doit corroborer le rapport d'expertise? Eh bien, c'est précisément à cette question que répond notamment l'arrêt du 5 mars 2020 dont je voulais vous parler. Voici les faits. À l'occasion d'une vente immobilière d'un appartement, l'acheteur suspecte qu'en réalité la superficie qui était mentionnée dans l'acte de vente ne correspond pas à la superficie réelle de l'appartement. Peut-être le savez-vous, je ne vais pas m'attarder sur la question parce que ça ne fait pas partie du programme de droit des obligations, mais dans ce cas-là, l'acheteur dispose d'une action en réduction du prix s'il arrive à démontrer que la surface réelle de l'appartement est inférieure à la surface mentionnée dans l'acte en tenant compte d'un pourcentage. Et c'est cette action précisément qu'intente l'acheteur. Avant d'intenter son action, il fait faire 2 rapports d'expertise privée par par 2 géomètres, et les géomètres aboutissent à la conclusion que voilà, l'appartement tel qu'il a été vendu, sa superficie totale n'est pas exactement celle qui était mentionnée dans l'acte de vente. Une action en justice est introduite et le problème c'est qu'il est plus possible dans les faits de l'espèce de faire une expertise judiciaire tout simplement parce que l'acheteur il va réaliser des travaux dans cet appartement et le fait qu'il réalise les travaux empêche de connaître la superficie de l'appartement par le biais d'une expertise judiciaire. L'acheteur agit et le vendeur, lui, il se défend en disant
il prend appui sur l'arrêt de la chambre mixte que je vous ai cité juste avant du 28 septembre 2012 en disant mais vous ne produisez que des rapports d'expertise privée et il est nécessaire de corroborer ce rapport d'expertise privée par une autre preuve pour que le juge puisse prendre appui dessus. La question posée à la Cour de cassation est donc la suivante. Est-ce qu'un deuxième rapport d'expertise privée peut être considéré comme une preuve recevable qui permet de corroborer le premier rapport? Autrement dit, est-ce que les deux rapports se corroborent mutuellement? Et c'est l'apport principal de la décision du 5 mars 2020, c'est que la réponse, c'est oui. Deux rapports d'expertise privée concordants peuvent se servir l'un l'autre de preuves annexes et donc venir ainsi corroborer les résultats présentés par les experts. Je vous rappelle que si aucune preuve ne vient corroborer le rapport d'expertise, celui-ci n'a pas de force probante puisque le juge ne peut pas l'utiliser. Et cette situation, elle se retrouve même si l'expertise privée a été effectuée contradictoirement. C'est le sens de la deuxième décision. Je vous ai dit, il y a deux décisions qui ont été rendues en très peu de temps. La première, c'est le 5 mars. La deuxième, c'est le 14 mai 2020. La Cour de cassation, le 14 mai 2020, a jugé que, même établi contradictoirement, un rapport d'expertise privée ne pouvait pas être utilisé s'il n'était pas corroboré par une autre preuve. Alors cette décision, ce n'est que la reprise d'une ancienne décision. Il n'en demeure pas moins que c'est intéressant de connaître ces deux arrêts, car dans un cas pratique, eh bien, si un rapport d'expertise privée est mentionné, et s'il est privé, vous devez vérifier qu'une autre preuve corrobore ce rapport, par exemple l'existence d'un second rapport. Sinon, le juge ne peut pas tenir compte de ce rapport, même si votre adversaire était présent lors des opérations d'expertise. Deuxième thème que nous allons voir ensemble, la question de la responsabilité d'un contractant à l'égard des tiers. Alors je vous rappelle en préambule que le contrat est souvent présenté comme étant hermétique. Le principe de l'effet relatif du contrat exclut qu'un tiers puisse bénéficier ou souffrir d'un contrat auquel il n'est pas partie, puisque précisément c'est un tiers. Mais en réalité, cette règle elle ne doit pas être trop extrapolée, et il existe un débat assez récurrent dans la juridiction, qui est celui de la responsabilité délictuelle d'un contractant envers un tiers en raison de la mauvaise exécution du contrat. Alors c'est un arrêt d'assemblée plénière du 6 octobre 2006, l'arrêt Bootshop, qui avait mis sur le devant de la scène cette nouvelle règle qui avait été inaugurée par la Cour de cassation. Je vous cite l'arrêt d'assemblée plénière du 6 octobre 2006. Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Mais cette jurisprudence, elle a été très largement critiquée par une bonne partie de la doctrine et certaines juridictions du fond, y compris même certaines chambres de la Cour de cassation, rechignaient à l'appliquer. Alors pour ces raisons, la Cour de cassation elle a ressenti le besoin de réaffirmer haut et fort le principe qu'elle avait déterminé en 2006 avec un nouvel arrêt d'assemblée plénière qui a été rendu le 13 janvier 2020. Alors si on met de côté l'examen précis des faits, ce qui est intéressant de constater, c'est la motivation de la Cour de cassation, qui est une motivation enrichie. Et il est mentionné ceci, je vous cite la Cour de cassation. La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l'action en réparation engagée par un tiers à un contrat contre un des co-contractants lorsqu'une inexécution contractuelle lui a causé un dommage. S'agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour, réunie en assemblée plénière le 6 octobre 2006, a retenu que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Et la Cour en conclut que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. La solution, elle est certes identique à l'arrêt 2006, mais cette décision a le mérite de remettre en avant que la Cour de cassation, elle tient particulièrement à cette jurisprudence. Il faut donc compter dessus et, à l'occasion d'un cas pratique, soyez vigilants au sort des tiers en présence d'un manquement contractuel, puisqu'il est tout à fait possible de prendre appui sur ce manquement contractuel, même lorsque l'on est un tiers, pour obtenir une indemnisation, dès lors que l'on démontre que le préjudice que l'on subit a pour cause le manquement contractuel qui a été démontré.
Le troisième thème qu'on va aborder, c'est celui de la distinction entre les clauses de dédit et les clauses pénales et la difficulté qu'il résulte parfois de distinguer l'une de l'autre. Et je vais plus particulièrement vous parler d'un arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu le 25 septembre 2019 et qui revient précisément sur ces deux notions en précisant le contour de chacune d'elles. Alors les faits étaient les suivants. Deux sociétés concluent un contrat de location financière qui portait sur la mise à disposition d'un matériel de photocopie, en gros de photocopieur, et le contrat il était prévu pour 5 ans. Au bout de 2 années seulement, la société qui bénéficiait des services du photocopieur résilie le contrat, mais ce contrat prévoyait une clause par laquelle, en cas de résiliation anticipée, il devait être payé une somme qui correspond à ce qu'aurait payé la société si le contrat avait continué pendant les 5 années. Une action en justice est intentée, et la société qui a rompu le contrat soutient qu'il s'agit d'une clause pénale et que par conséquent elle doit être réduite par le juge car son montant est manifestement excessif. Ce sont les articles 1231-5 nouveaux du Code civil et 1152 anciens. La question était donc de savoir si cette clause c'était une clause pénale ou une clause de dédit. Si c'est une clause pénale, alors quelle que soit la stipulation prévue au contrat, alors le juge dispose de la faculté de réduire le montant prévu par la clause pénale s'il se trouve que ce montant est manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi. C'est un texte d'ordre public, les parties ne peuvent pas l'exclure. Par conséquent, dès lors qu'une clause est qualifiée de clause pénale, le juge peut réduire le montant. A l'inverse, si c'est une clause de dédit, le juge ne dispose d'aucun pouvoir. Si un montant est prévu, alors il doit être payé. La clause de dédit, elle se définit comme une stipulation par laquelle les parties prévoient qu'un contractant pourra mettre fin au contrat en payant une certaine somme. Une telle clause ressemble très fortement à une clause pénale et c'est la raison pour laquelle l'arrêt de la Cour de cassation est intéressant. Alors d'abord, il faut remarquer que, contrairement à une clause de dédit, la clause pénale, elle sanctionne une inexécution. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de mettre en avant un manquement contractuel pour mettre en œuvre une clause pénale. Pas de faute, pas de clause pénale. La clause de dédit, elle peut être mise en œuvre alors même qu'aucune inexécution n'a eu lieu. C'est une différence entre les deux clauses. Ensuite, et surtout, la clause pénale, elle a un caractère comminatoire. Et c'est ce que rappelle la décision. La clause pénale, elle incite le débiteur à s'exécuter en prévoyant une peine importante. Et c'est cet aspect comminatoire que rappelle la Cour de cassation. Je vous lis l'attendu de la décision du 25 septembre 2019. La Cour de cassation nous dit ceci. La clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et présentait dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit. Puisque la Cour de cassation relève le caractère comminatoire de la clause, elle en déduit le fait que c'est une clause pénale et que par conséquent le régime juridique de la clause pénale doit être appliqué avec éventuellement une réduction si celle-ci est manifestement excessive. Il y a un lien à faire entre cette décision et une autre décision qui a été rendue quelques mois auparavant, le 5 décembre 2018, dans une affaire à peu près similaire où sur la question d'une clause contenue dans un contrat qui avait été conclu entre un équipementier, à savoir la société Puma, avec le Racing Club de Toulon. Et le Racing Club de Toulon avait rompu son contrat. La question était de savoir si la clause d'indemnisation forfaitaire qui avait été prévue était une clause de délit ou bien une clause pénale. La Cour de cassation, à cette occasion, le 5 décembre 2018, avait aussi mis en avant le caractère comminatoire de la clause pour en déduire qu'il s'agissait d'une clause pénale. Autrement dit, comment utiliser ces jurisprudences ? Eh bien, dans un cas pratique, vous devez qualifier la clause qu'on vous soumet. Eh bien, si c'est une clause pénale, vous devez relever deux vertus, une vertu comminatoire et une vertu indemnitaire. Si vous retrouvez ces deux éléments-là et que la clause en question est mise en œuvre par la preuve d'une faute dans l'exécution du contrat, d'un manquement contractuel, eh bien, dans ce cas, il s'agit bien d'une clause pénale et vous devez appliquer le régime juridique d'ordre public qui s'applique en lien avec cette clause. Le quatrième et le dernier thème, ce sera celui de la responsabilité civile délictuelle de la pratique d'un sport.
Alors vous savez que la pratique d'un sport dans le cadre d'une rencontre organisée par une fédération, ça vient troubler le jeu de la responsabilité civile du fait personnel. Vous imaginez bien qu'à l'occasion d'un match de boxe, un pratiquant ne peut pas se plaindre, en introduisant une action en justice civilement, il ne peut pas se plaindre d'avoir reçu un coup de poing. Ce n'est pas envisageable. Il y a donc une réelle altération de la responsabilité civile du fait personnel par le principe de l'acceptation des risques lorsque l'on pratique un sport. Mais cette altération, elle n'est pas sans limite et c'est ce que vient rappeler la décision du 29 août 2019 de la Cour de cassation. Alors, les faits sont les suivants. À l'occasion d'un match de foot, un joueur en tacle un autre et il subit une blessure assez importante. Manifestement, le tacle était très irrégulier et la victime agit contre l'auteur du tacle et l'association dans laquelle il joue sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Alors, comme le précise très justement un auteur, le seuil de la faute se trouve rehaussé en matière sportive et dans les faits donnant lieu à la décision, il s'agissait précisément de déterminer si ce seuil était atteint alors même qu'il n'y avait aucune intention de nuire qui avait été démontrée. Eh bien, la Cour de cassation, elle censure la Cour d'appel au motif que celle-ci, en relevant que le joueur avait commis une faute grossière au sens du règlement de la Fédération française de football, la Cour d'appel aurait dû considérer qu'une telle faute, qui excède les risques normaux de ce sport, était de nature à engager la responsabilité de l'auteur du tacle. La Cour d'appel n'avait pas considéré qu'il s'agissait là d'un fait civilement fautif sur le terrain de la responsabilité civile. La Cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille et considère que, puisque la Cour d'appel avait relevé une faute grossière, au sens du règlement de la Fédération française de football, alors elle aurait dû nécessairement considérer qu'il s'agissait aussi d'une faute civile. Ainsi, dans un cas pratique relatif à la responsabilité civile délictuelle, à l'occasion de la pratique d'un sport, si un joueur en blesse un autre, il faut se demander si cela ne constitue pas une faute sportive, mais aussi une faute civile. Cela dépend bien évidemment des faits, mais si tel est le cas, le joueur engage alors sa responsabilité.